plaisir et l'honneur d'avoir nos partenaires de Open Online qui proposent cette conférence en mode webinar. Donc nous aurons à la fin également des conférences des internautes qui sont en même temps. C'est pour ça que le petit retard sur le début, nous remercions les internautes d'avoir été patients et nous les intégrerons donc aux échanges de la fin de cette conférence. Nous avons également notre partenaire de Caltex Qualitex qui retransmet ensuite sur notre site web les vidéos dans leur intégralité. Voilà, je vais laisser la parole à Nathalie pour présenter cette conférence et puis elle passera la parole à Federico. Parfait, merci Delphine. Donc c'est Federico Smith qui va démarrer cette conférence. Federico est expert en cybercrime, notamment pour la communauté Octopus du Conseil de l'Europe. Je vais lui donner la parole immédiatement et ensuite j'enchaînerai avec la partie plutôt académique. Bonjour. Alors, le propos que je vais développer en l'occurrence sur ma partie va être de mettre en exergue et en lumière le développement de Big Data et notamment en corrélation l'attaque par les cybercriminels sur ce type de données. Comme je suis un peu plus à l'aise debout, je vais me mettre debout, si vous n'avez pas d'inconvénient. Alors, je vais découper le sujet en trois parties. Les failles historiques ou attaques de 2014 à 2015, j'ai repris les chiffres les plus récents. Big Data, le nouveau pétrodollar, je vous exposerai mon point de vue et comment l'Amérique, en l'occurrence, a développé cette arme de frappe économique. Et puis des réflexions autour du Big Data et de la surveillance de manière plus globale. Alors l'idée en fait de tous ces chiffres que je vous présente aujourd'hui, c'est de mettre vraiment en lumière l'importance de ces attaques. Depuis 2014, vous pouvez voir, on a Orange, le groupe Safran, on a une multitude de données qui sont volées, ou alors des cartes bleues, des données de patients. Si on prend le cas par exemple de Anthem, en février 2015, 81 millions de personnes dont leurs données personnelles médicales ont été hackées, soit un peu moins d'un quart de la population américaine, c'est ce qui vous donne quand même un ordre de grandeur. Le labio.fr aussi qui avait été attaqué, une demande de rançon de 20 KE contre 40 000 dossiers de données médicales sur des patients en fait. On a eu la même chose pour CareFirst, 1 million de personnes dont les données ont été aussi volées. Disons que c'est à la mode. Le secteur santé subit de plus en plus d'attaques depuis à peu près une année. Donc je pense que malheureusement ça va se développer d'autant plus. On n'en est qu'au balbutiement entre guillemets. Le secteur bancaire, le secteur de la santé, et puis tout ce qui touche grosso modo un peu les produits de grand public, les données en l'occurrence ont une valeur colossale sur le dark web pour ces dealers de données, si je puis me permettre. Et vraiment, là, le principe, c'était de mettre en avant tous ces chiffres qu'on voit très rarement. En général, on a un petit article dans un journal, on voit passer hacking, on a volé tant de cartes bleues. Alors, par exemple, il y avait une affaire qui avait fait beaucoup de bruit, c'était JP Morgan, 86 millions de cartes bleues volées en l'espace de 48 heures. Bon, c'est un peu ce qui se fait et se pratique un peu partout, les États-Unis étant une cible quand même assez importante. Ensuite, l'idée, c'était de rentrer sur un cas très concret. C'est une des dernières attaques opérées contre en fait, un centre médical presbytérien d'Hollywood. À la base, la rançon était bien plus élevée que ce qu'ils ont pu obtenir. Il se dit que la rançon de départ était de 3 millions d'euros, 3 millions de dollars, pardon. Mais le centre médical a opté pour payer cette rançon car l'intégralité des systèmes d'information qui suivaient les patients par rapport à leurs problématiques de santé était immobilisée. Donc, l'organisation a pris le parti de payer pour récupérer la main sur ces systèmes, puisqu'il y avait une question d'ordre de survie dans certains cas. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça, et ça se généralise malheureusement. Ils ne sont ni les premiers ni les derniers, puisque la particularité des États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas en fait, un système de santé comme nous. Donc, en fait, toutes ces organisations sont des sites idéaux, puisque toutes les données restent chez eux. Ça, c'est une des particularités de ce type d'attaque sur les États-Unis. L'idée concrète, c'est de vous montrer la valeur économique en fait, de ces données de santé. Alors vous pouvez les voir, elles se situent dans cet axe-là, de
la partie moyenne pour les services, la santé, vraisemblablement les données sont les plus élevées en termes de coûts. Ici, je vous ai mis quelques chiffres sur les vols de données en 2015. Le coût moyen d'une attaque sur le secteur de la santé, c'est 363 $ par donnée qui serait perdue. Donc ça va très très vite au niveau volumétrique. Et les impacts et les enjeux, et notamment le potentiel économique qui en résulte pour certains. Alors évidemment, personne ne le dira concrètement, et il y a certains acteurs de l'écosystème santé qui peuvent être extrêmement intéressés de récupérer ces données, d'une manière légale ou non légale, pour développer soit des produits, enfin du moins plutôt des médicaments qui seraient orientés pour ces cibles. Donc imaginez l'avantage concurrentiel, même s'il n'est pas éthique, pour ces organisations. On sait aujourd'hui qu'en France, le coût moyen pour ces entreprises, c'est 3,12 millions d'euros. On est en augmentation assez exponentielle sur la question. Et notamment, la particularité de ces attaques, c'est qu'essentiellement, elles sont assez simples. On a affaire souvent à du phishing ou du livring phishing qui s'opère par des plateformes. L'idée, en fait, c'est un peu, je dirais, d'harceler en fait les systèmes et puis d'avoir une liste de cibles précises des personnes au sein de l'organisation. Il sera toujours plus simple de cibler des gens qui ont une importance moindre dans la structure plutôt que les têtes de pipe. D'où la nécessité d'avoir une véritable prévention à tous les niveaux au sein de l'organisation, que ce soit le balayeur jusqu'au PDG de l'entreprise. Et ça, c'est valable quelles que soient les organisations, qu'elles soient médicales ou organisations XY. La problématique qu'on retrouve notamment quand on prend le cas des États-Unis, si on le transpose pour la France, ça peut être vraiment très dérangeant à notre niveau, puisque nous avons un système social et sanitaire très fort. Évidemment, le potentiel de ces données peut être colossal pour d'autres pays ou d'autres organisations. Le fruit de ces attaques, malheureusement, est souvent lié à soit une problématique de sécurité sur les systèmes, et essentiellement la défaillance humaine entre le PC et la chaise. La défaillance, elle est surtout humaine. Parfois sur des principes très simples. Il faut savoir que ceux qui respectent le moins les principes de sécurité dans les organisations sont souvent ceux qui ont les postes les plus importants. Les failles historiques et les impacts. Alors, justement, Big Data et toutes les attaques cybercriminelles, elles remettent en cause aussi le potentiel économique de certains pays. On peut aussi y atteler le cyberespionnage de manière massive, ce que Snowden avait en l'occurrence dénoncé à l'époque, et la lutte d'État contre État, d'entreprises contre d'autres entreprises. Alors je vous citerai un exemple, par exemple, quand on prend TV5 Monde, jusqu'à présent on pensait que c'était les cyber-djihadistes, d'autres ont spéculé, ça pouvait être des entreprises, et finalement c'est la Russie. Ça a été démontré que en fait, les services de M. Poutine avaient hacké TV5 Monde, puisque c'était dérangeant pour lui sur la visibilité de l'Ukraine, étant donné qu'il voulait que ça soit un peu moins visible avec la diffusion de cette chaîne dans 200 pays. Donc ils ont opté pour hacker TV5 Monde. Et ce principe est transposable dans tous les secteurs d'activité, puisqu'il s'agissait d'un phishing. Un simple phishing qui a amené à la coupure par la suite de cette chaîne. Alors l'usage des cyberarmes, aujourd'hui, on est malheureusement complètement dans cette ère. Alors, soit pour obtenir un avantage industriel sur un concurrent, ou voire même détruire le potentiel technologique de ces entreprises. Le premier cas, ça a été Stuxnet, lors des attaques de l'Iran, notamment sur ses centrales d'enrichissement d'uranium. Ensuite, vous avez eu Spasmos, JP Morgan Chase & Co, que j'ai cité tout à l'heure, Saudi Aramco, Snecma et Dragonfly. Alors Snecma, c'était un cas industriel, Bombardier a gagné l'appel d'offres face à Snecma. Très curieusement, Bombardier connaissait la proposition faite par Snecma, donc il en découle d'un hacking. Dragonfly, c'est la réponse des Iraniens suite au Stuxnet. Dragonfly, en fait, a amené une augmentation de nos factures électriques de 35% sur l'ensemble des pays européens, chose que nous ne savons pas trop. Et donc voilà, c'est un peu une logique de guerre qu'on retrouve entre les entreprises et les États. L'activité de cybercrime et de cyberterrorisme, elle est conséquente, puisqu'il y a une véritable corrélation entre les activités de contrefaçon ou l'usage de données qui pourraient être volées, qui vont être revendues par la suite à d'autres acteurs de la cybercriminalité, en l'occurrence, dans le biais de la contrefaçon, le blanchiment de capitaux, l'activisme, les ransomware,
une multitude d'activités frauduleuses qui leur permettent d'avoir un gain maximum en partant du fait que l'investissement de départ est minime, voire quasi inexistant. Le dark web étant un véritable centre opérationnel de grossistes, si je puis me permettre, entre les dealers, la prostitution en ligne, les médicaments, etc. etc. Alors pourquoi l'intérêt de ces mafias ou d'organisations spécifiques? L'appât du gain, tout simplement. Je dirais qu'aujourd'hui, la criminalité, ou du moins les acteurs de la criminalité, sont des rares à pouvoir garantir leur anonymat sur Internet, ce qui est assez paradoxal par rapport à nous. Alors l'ex-DCRI a justement mentionné qu'à peu près 20% des attaques qui étaient perpétrées à vocation d'espionnage industriel étaient essentiellement sur l'Île-de-France, puisqu'on a énormément de sièges sociaux qui se retrouvent en Île-de-France. Et ces hackers cherchent principalement des informations stratégiques. Alors ils vont aussi bien écouter les puissants de ce monde que des organisations, soit voler des informations de la recherche et de développement qui sont prépondérantes dans ce secteur, des échanges entre les États ou des organisations. Si on reprend les cas des écoutes de Dilma Rousseff, Angela Merkel et j'en passe, M. Hollande et notre président, notre ex-président aussi, M. Sarkozy, c'est très commun. Ça a lieu tous les jours. Malheureusement, c'est assez peu dit, mais c'est un fait. Et des éléments de négociation pour toujours avoir aussi un train d'avance sur ce que peut faire éventuellement votre concurrent. Alors, en l'occurrence, le Conseil de l'Europe avait mis en avant ces problématiques et ces risques et a créé en l'occurrence une organisation spécifique qui s'appelle l'Octopus Cybercrime Community qui reprend en fait un partenariat entre le privé et le public. Donc vous avez les 65 signataires du traité, représentés soit par des forces de police, services dans l'intérieur, ministère de la Justice, Homeland Security Department pour les États-Unis, enfin toujours des organismes entre guillemets régaliens ou d'État qui vont participer et collaborer dans la lutte contre le crime organisé sur Internet. Et les principaux articles que j'ai pu mettre en avant ici, l'idée vraiment c'est de vous montrer la portée et la force de ce traité, puisqu'ils ont été conscients de la nécessité de protéger l'ensemble des systèmes d'information, donc les accès illégaux, l'interception, falsification informatique, fraude informatique, propriété intellectuelle et les droits fondamentaux. Et pour nous, Européens, et notamment la France, la propriété intellectuelle est considérable, puisque nous sommes un pays qui a une vocation à créer énormément de brevets et de marques, et aujourd'hui, notre industrie étant quand même relativement chancelante, ce qui nous reste essentiellement, ce sont des données et des services. À partir de là, le développement de big data sur la notion d'un nouveau pétrodollar. L'idée, toujours, vous montrer un peu ce qui se passe au niveau planétaire. Ça va très très vite. Les réponses que peuvent se faire les uns et les autres sur des attaques. Par exemple, vous avez des opérations qui ont été opérées par Europol. Le lendemain, vous aviez en l'occurrence eBay qui était attaqué au Luxembourg sur plus d'1 million de comptes. Et en fait, à la base, c'était suite à une opération opérée par Europol sur le Black Shield. C'était un logiciel utilisé par des cybercriminels. Comme ils n'ont pas du tout apprécié l'immobilisation d'un des outils qu'ils avaient mis en place, ils ont attaqué eBay. Donc la réponse était très rapide, c'était en 24 heures. Et vous avez une véritable guerre du net au niveau de l'économie. Par exemple, j'avais trouvé très intéressante l'intervention de Barack Obama qui disait qu'Internet nous appartient, ce qui est relativement fou, puisque un des fondateurs de l'Internet est français, il s'appelle Louis Pouzin. Donc on a aussi parfois une forme de désinformation au bénéfice de la puissance économique des États-Unis, mais ce qui va dans le sens de leurs intérêts. Et donc les piratages, parfois, ne sont pas tous dus à des cybercriminels. Il peut y avoir des États derrière. D'où le développement par les États-Unis d'une logique de force de frappe autour de Big Data, sur lequel je vais justement un petit peu plus avancer par la suite. Donc le premier prisme, le programme prisme en fait, qui était une sorte de balbutiement d'un Big Data étatique, dans une vocation de lutte contre le crime organisé. Alors ce qui est assez intéressant, c'est ce que vous pouvez voir sur cette petite image, l'ensemble des entreprises américaines qui sont attelées en fait dans le programme PRISM, c'est-à-dire tout ce que nous utilisons, principalement, des outils américains, des Facebook, des YouTube,
des Hotmail, des Skype, des WhatsApp et j'en passe. Et toutes ces sociétés ont racheté des filiales entre-temps, donc on peut les ajouter notamment dans ce listing. Et puis leur niveau de collaboration face aux injonctions des services secrets, NSA, CIA et autres. La plupart participent tous assez activement, à part Yahoo qui semble être un peu plus frileux, mais globalement je les mettrais au même point que les autres. Et tout est parti en fait du 11 septembre sur la section du 215 du Patriot Act. Ils ont évolué au fur et à mesure. Ensuite ils ont créé le Spiral Act et avec le Foreign Intelligence Surveillance Act, là ils ont clairement tout généralisé. Depuis ça a un peu évolué quand même puisqu'il y a eu le Freedom Act qui a permis d'arrêter la surveillance des citoyens américains. Par contre, nous autres, nous sommes toujours surveillés de manière massive par les services. Donc ça, c'était vraiment, disons, la première pierre à l'édifice. Et puis, ils ont avancé, et ce programme est né il y a un peu plus d'un an et demi, grosso modo, le consortium CAUSE, qui en fait fait intégrer l'ensemble des départements d'État, l'ensemble des universités et institutions, soit plus de 200 organisations dans le projet de pré-crime. Donc l'introduction du prédictif en Big Data et surtout la capacité de décoder les bitcoins. Ça c'est la nouveauté sur le projet par rapport à Prism. Et de pouvoir happer toutes les informations en temps réel, que ce soit les plateformes web, l'utilisation de vos emails, etc., etc. 16 départements gouvernementaux, comme je disais, les académies, les universités, le secteur privé. Qu'est-ce que ça va impliquer? À la naissance d'une nouvelle industrie, forcément. Et donc, cette nouvelle industrie, pour ma part, je pense que c'est la création d'une nouvelle industrie pour une nouvelle domination. Puisqu'Internet regroupe un bon nombre des échanges économiques et les réseaux, surtout, aujourd'hui, l'économie, c'est de la data. Pour beaucoup. Donc, c'est peut-être pas très visible, mais vous avez un certain nombre d'entreprises que vous connaissez déjà, qui sont les IBM, les Twitter, principalement dans les entreprises qui dans les 100 premières, beaucoup de sociétés américaines, pour beaucoup. Alors ça s'explique, hein, puisqu'il y a eu une impulsion qui a été faite par l'État. Et notamment, un document très intéressant émis par la Maison Blanche en mai 2014, à la suite d'une commande en fait, par Barack Obama sur le potentiel de Big Data. Ils ont créé deux rapports, entre guillemets. Alors, Big Data avec les potentiels d'opportunités en conservant nos valeurs, et puis un deuxième document qui venait contrebalancer en fait, la problématique des données, puisqu'aux États-Unis ils n'ont pas de CNIL, ils ont un fédérateur de tiers de confiance qui bien évidemment est managé par les GAFAM. Donc dans le deuxième rapport, les GAFAM disaient « nous faisons tout pour vous protéger, n'ayez crainte, nous sommes là pour ça ». Alors pourquoi j'ai mis cette petite image? Puisqu'en fait c'est juste la page de garde du document. Et en l'occurrence, ils expliquent qu'à partir de Big Data, ils vont pouvoir éclipser l'intégralité des juridictions des pays. Que ce soit sur les secteurs d'activité, crédit, santé, XY, et j'en passe. Donc clairement, le document met en avant la capacité des États-Unis de pouvoir développer cette industrie, de prendre du poids sur le secteur, de pouvoir générer évidemment du chiffre d'affaires et de la rentabilité, et en ayant conscience que juridiquement, ils seront en mesure de balayer les freins. C'est ce qu'ils sont en général assez bons pour faire. Ma réflexion personnelle sur la question du Big Data et de l'ensemble de la surveillance, parce que pour moi, en fait, finalement, ça revient au même. On est parti d'une logique militaire à une logique commerciale. Et très souvent, les États-Unis développent leur capacité économique sur une logique militaire initialement. Je dirais que nous sommes tous surveillés et tous égaux, principalement. Voilà. Merci. Je vais enchaîner avec la partie juridique. Donc on a bien compris que la cyberguerre s'attaque aussi au domaine de la santé. Je ne l'ai pas ouvert à fond. Je l'ai ouvert à fond. Voilà. Merci. Donc en ce qui me concerne, j'essaye de faire correspondre une activité de recherche académique, droit comparé et droit international avec une expérience d'enseignement. Et je suis également présente sur les médias pour essayer de relayer les informations que nous partageons aujourd'hui à un maximum de personnes et pas seulement à un groupe d'initiés.
Alors aujourd'hui, j'ai choisi de me focaliser sur les données de santé. On comprend très bien que les données de santé sont des données sensibles, elles sont de nature privée, elles bénéficient donc d'une protection spécifique. Mais avec le nouveau cadre juridique français, on est en train d'ouvrir les données de santé, on parle donc d'open data. Donc on peut se poser la question de savoir quel est le risque qui va suivre la mise en œuvre de cette loi. On parlera aussi de la notification des failles de sécurité. On a bien compris qu'en fait aux États-Unis, il y a beaucoup de transparence. On a quand même accès à un certain nombre d'informations. Le procureur général de Californie a ainsi produit un rapport sur le nombre de failles dans le domaine médical de 2012 à 2015 et a expliqué qu'en fait 18 millions de dossiers avaient été compromis dans l'espace de cette durée. Or, cette transparence en France n'est pas du tout de mise. Quand on sait qu'aujourd'hui il y a 1000 hôpitaux, je vais essayer de vous faire deviner. À votre avis, combien y a-t-il de responsables de sécurité des systèmes d'information en France pour couvrir les 1000 hôpitaux? Une dizaine? Un seul? Bon, vous êtes sévère. Il y en a 50, mais 50 pour 1000. D'accord? On prend l'étendue du problème. Et les sanctions qui sont encourues en cas d'absence de notification des failles et donc d'atteinte à la vie privée des patients et des personnes. Vous pourrez retrouver certains aspects que je vais développer maintenant sur le site de Conversation où j'ai publié une chronique sur la santé connectée dont le premier opus est justement dédié à la thématique de ce soir. On a compris aussi que les motivations derrière, naturellement, sont financières. Elles peuvent être idéologiques ou techniques. On va mettre à l'épreuve le système pour ensuite vendre une prestation de service. Et on emploie aussi le volant de vocabulaire de tout ce qui a trait au chantage, au terrorisme, à l'espionnage, à la monétisation. On parle de Bitcoin. La rançon est demandée en Bitcoin. Il faudrait aussi s'intéresser au protocole qui sert de support au Bitcoin, à savoir la blockchain. À mon avis, c'est un aspect intéressant. Et puis derrière, bien sûr, on a toutes les personnes ou les instances, les parties prenantes qui peuvent être intéressées, telles que le monde de l'assurance, le marketing, bien sûr, des médicaments, les chercheurs qui vont eux-mêmes mettre sur le dark web des recherches qu'ils ont opérées pour rapporter plus d'argent. Et puis, finalement, l'employeur. On prendra un exemple à la fin. Alors, pour commencer, déjà, règle de base, quand il s'agit de données de santé, et c'est entendu maintenant au sens large, ces données sont protégées. Elles sont dites sensibles, elles touchent à l'individu, et une donnée qui, de manière isolée, ne pourrait pas vous identifier, ne pas vous causer de préjudice, peut, par le regroupement de 3 informations, via le big data et l'utilisation d'algorithmes, vous rendre identifiable. Et c'est en ça qu'il y aurait atteinte à la vie privée, à la confidentialité. La loi sur la modernisation de notre système de santé qui a été passée au début de l'année crée l'open data en santé. Alors cela signifie qu'on va, pour résumer, rassembler les données de santé de 66 millions d'individus en France et placer tout ça sous l'égide d'un seul organe de gouvernance, le système national des données de santé. Donc on va attendre, de nouveau, en France nous sommes les grands spécialistes de l'attente, la production de lois et l'attente des décrets. Donc nous sommes très impatients d'obtenir plus de détails sur cet article 47 qui est très bref, en tout cas à mon sens. Notification des failles de sécurité. Alors quand on parle de failles de sécurité, là j'emploie un élément de langage qui est particulier au domaine des SI. La faille de sécurité ou l'incident, c'est un terme un petit peu neutre, pour en réalité vous parler de vol, de destruction, de perte, d'altération, c'est-à-dire on porte atteinte à la donnée, elle y est toujours, mais on l'a altérée, on l'a modifiée, la divulgation, l'accès non autorisé ou accidentel, et donc la panne. On va avoir un malware. Outre le fait que, bien sûr, comme on l'a dit, le principal problème étant sur la chaise devant l'ordinateur, c'est l'individu. On doit notifier donc la nature de cet incident, quelles sont ses conséquences, quelles sont les mesures prises pour y remédier, et donner une estimation du nombre de personnes impactées. Naturellement, nous ne sommes pas, en tant qu'individus, informés de ces failles, puisque seules les autorités le sont. On doit l'être dans un délai de 24 heures. Ce délai de 24 heures est issu d'un règlement de 2013, un règlement européen, puisqu'il faut savoir que sur le plan juridique, nos ressources vont se situer naturellement au niveau français, mais aussi au niveau de l'Union européenne, avec pas mal d'outils.
cette obligation de notification est en train vraiment de se généraliser. On a vu donc une adoption de ces systèmes l'année dernière aux Pays-Bas et au Canada, et on le voit au niveau de l'Union européenne, donc non seulement avec ce règlement de 2013, mais aussi avec deux autres éléments. Un avec lequel vous êtes peut-être familier, c'est le projet de règlement sur la protection des données personnelles, où il y a une obligation générale de notification, et aussi avec un projet de directive, Network Information Security, où ici on va avoir une directive qui va imposer encore une obligation de notification. Donc on est vraiment en train de comprendre que cette obligation de notification va peser sur les entités qui sont les responsables de traitement, qui vont devoir faire remonter la faille à une autorité et éventuellement à l'individu, en fonction du degré d'atteinte qui sera porté par la faille. Des profils vulnérables. Pourquoi ? Déjà, les mineurs. Alors, on sait que, bon, jusque de 0, finalement, peut-être pas, de 1 an à génération Y, ce qu'on appelle les digital natives sont très coutumiers d'Internet. Ils n'ont absolument aucune difficulté pour déverrouiller mon téléphone, pour envoyer des textos. Ma fille n'a aucun problème. Elle a 5 ans. Et en revanche, il y a une inconscience du degré d'atteinte à la vie privée qui résulte de cette hyperconnexion. Donc ces profils vulnérables, qui sont en plus la cible de marketing, doivent être, à mon sens, particulièrement protégés. C'est une disposition qui figurera dans le projet de règlement général de la protection des données. C'est aussi une mesure qui figure dans la loi française, le projet de loi sur la République numérique, où il y a un droit à l'effacement pour les mineurs. Alors par mineur, on entend quelqu'un qui a moins de 16 ans. Donc on ajuste. Aux États-Unis, c'est moins de 13 ans. On a une législation beaucoup plus protectrice aux États-Unis. Aux États-Unis, on a aussi des moyens beaucoup plus puissants. Je pense aux amendes qui sont imposées par la FTC, qui est l'équivalent, pour faire court, de la DGCCRF, et qui a pu imposer en 2013 une amende de 450 000 $ pour une atteinte à des données sur des enfants. Donc on prend la mesure, sachant que les pouvoirs de la CNIL ne sont pas encore aussi étendus, mais les sanctions vont augmenter grâce au droit européen. Et puis on a aussi, à mon sens, un rôle très important d'éducation, de capacitation des personnes tout au long de la vie pour comprendre qu'est-ce que je mets sur Internet et quels sont les risques pour moi, les risques actuels et éventuellement les risques futurs, comment retirer une information, la faire effacer, la faire, comme on dit, déréférencer ou la faire mettre à jour. Donc on a aussi un rôle à jouer pour tout ce qui est associatif. Donc ce projet de règlement européen, je l'ai évoqué, l'exemple de l'initiative de l'Union européenne Better Internet for Kids et de Safer Internet Programme sont des exemples qui vraiment révèlent qu'on est en train de se diriger vers une certaine population à l'image de notre pays. Pour les seniors, pourquoi je m'intéresse aux seniors ? Il y a naturellement tout un pan de la silver economy qui se développe sur l'Internet des objets, puisqu'on va chercher au maximum à maintenir la personne à son domicile et donc à ne pas la mettre en établissement, en EHPAD. Donc on voit se développer, et c'est très positif, toute une série de services. En revanche, du point de vue éthique et donc juridique, il faut se poser la question des capacités cognitives de ces personnes. Peut-on leur imposer un équipement qui est intrusif par rapport à la vie privée et qui va impacter donc leur situation, que ce soit dans leur chambre, dans leur lieu de vie quotidien, et qui va donc traquer leur activité. Naturellement, ça aura toujours une vocation à préserver l'autonomie de la personne et sa santé, mais sachant qu'on collecte de la donnée, le risque doit être géré derrière. Donc on parle pour ce segment-là de gérontechnologie. Quid du consentement? Donc pour les personnes qui ont des facultés cognitives vraiment atteintes, type maladie d'Alzheimer, Huntington disease, dans ce cas-là, on pourrait utiliser le concept de l'assentiment, qui est un consentement un petit peu atténué et qui repose également sur la consultation de l'équipe médicale et des membres de la famille et des proches.
Et puis à la fin, je me suis dit, et pourquoi seulement les deux extrêmes? A priori, on est tous concernés. On est tous concernés et la preuve en est que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information est en train de recruter un chef de projet qui aura pour mission de mettre en place une plateforme de soutien aux victimes des cyberattaques. Donc nous sommes tous concernés. Vous pouvez également consulter sur ce point si vous êtes intéressé par le Quantify Self, donc tout ce qui revêt les objets connectés et en particulier la santé, les recommandations de la CNIL. Donc par recommandation, on entend des bonnes pratiques à adopter et non pas un cadre juridique contraignant. Des sanctions. Alors ici, au niveau des sanctions, je me suis focalisée sur un élément qui peut être pas inaperçu, tout d'abord, et ensuite je développerai des éléments qui sont peut-être un peu plus connus. Donc avec ce projet de directive, dont la dernière version remonte à décembre 2015, on comprend que tout ce qui relève de la sécurité des systèmes d'information sur les réseaux va être relégué dans le domaine des États membres. Cela signifie qu'on va chercher à atteindre un objectif et qu'on va laisser les États membres libres de déterminer le niveau de sanction qu'ils jugent le plus approprié. C'est le principe de proportionnalité qui doit être respecté. Donc, la directive nous imposera d'adopter des sanctions efficaces, proportionnées, dissuasives, et ce, dans un horizon assez lointain, puisque le texte va tout d'abord être adopté cette année, et ensuite, il sera transposé dans un délai de 21 mois. Alors, transposé dans un délai de 21 mois, c'est un terme technique pour dire doit être accueilli par chaque État membre sous la forme d'une loi, d'un décret, peu importe l'outil, mais doit être mis en œuvre concrètement par l'État dans un délai de 21 mois. Donc, je vous laisse faire le calcul. 2018, un petit peu avant. Donc, c'est un élément qui peut passer inaperçu. À côté de ça, on sait qu'il y a ce projet de règlement européen sur la protection des données, qui lui par contre est très populaire pour le fait que les sanctions seront très puissantes. Les sanctions indiquées pour ce type de notification de faille sera de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires de la société. C'est-à-dire que si la société omet de faire cette notification de faille, on fera la balance entre ce qui coûtera le plus à la société, soit jusqu'à 10 millions, soit 2% de son chiffre d'affaires. Et on voit apparaître aussi dans ce projet de règlement un élément qui est nouveau et qui est très positif, et là ça me fait revenir à ce que j'ai critiqué au début, c'est l'obligation pour les autorités de protection des données de fournir un rapport annuel sur toutes les failles qui leur sont notifiées. Donc là, on aura de la transparence. Sur le calendrier, pour le règlement européen, on est sur le même calendrier, avec une discussion dans le 3e trimestre 2016 et une exécution en 2018. On a également d'autres sanctions en droit français qui relèvent du code pénal, alors pour atteinte au système de traitement automatisé des données, atteinte aux droits de la personne en tant que telle, donc atteinte à la vie privée, et des infractions qui sont liées, donc par exemple à l'atteinte aux mineurs, aux infractions sur la presse, etc. Donc si vous voulez, le droit français n'est pas dépourvu de support. C'est pas parce qu'il n'y a pas une disposition spécifique au cybercrime sur les big data de santé que nous sommes démunis de moyens. Il suffit juste de les chercher. Alors, en ce qui me concerne en tant que chercheur, je trouve que cette problématique est amplifiée par deux phénomènes au moins. Le thème de la santé connectée. Qui dit santé connectée dit utilisation d'objets connectés en établissement de santé. Que ce soit votre interface de navigation, votre ordinateur, tablette, smartphone, tout le monde apporte dans l'entreprise ses propres supports. Est-ce qu'à un moment donné, le médecin se dit « Attention, ça en fait c'est mon iPhone perso. Je ne vais pas l'utiliser pour me connecter à l'intranet et aller consulter un fichier. » Et puis du matériel connecté. Il y a un épisode où, alors c'était quelle série? C'était NCIS, il y a je ne sais plus combien d'années, où la victime s'effondrait sur les marches du palais de justice, et en réalité c'était son pacemaker qui avait été hacké. Donc c'est pas du tout une vue de l'esprit. Les systèmes de perfusion aujourd'hui sont automatisés. Donc on peut également faire très très mal. Santé connectée, donc outre les objets en eux-mêmes, il y a toutes les applications qui sont développées par nos incubateurs préférés, nos startups, qui vont collecter de la donnée qui n'est pas vraiment, enfin qui n'est pas de la donnée de santé à proprement parler, mais qui relève du bien-être,
Donc ici, on est un petit peu à la limite d'un cadre juridique. Donc toutes ces startups, pour qu'elles puissent accéder à leur marché de manière correcte, légale et responsable, surtout, pour qu'elles puissent ensuite être labellisées et certifiées, doivent bien prendre conscience du périmètre juridique dans lequel ils sont en train d'entrer et ont besoin vraiment d'un encadrement juridique, de conseils juridiques là-dessus. Dans l'ubérisation de la santé, je l'ai mis, c'est une préoccupation de l'ordre des médecins. On peut tout à fait imaginer transposer ce mode opératoire, et c'est en lien avec la blockchain, à partir du moment où on utilise toutes les facilités d'Internet et qu'on les transpose dans le domaine de la santé. Dans ce cas-là, il faut prendre conscience des risques qui seront afférents. Tech, Big Pharma, donc je ne développe pas, sont des termes assez courants. On comprend bien la logique, le crowdsourcing en santé, la médecine algorithmique, jusqu'où ira-t-on? Mais déjà, les communautés privées qui sont développées sont des éléments qui sont très concrets pour les patients ou pour les personnes qui, alors c'est le printemps, hein, cherchent à perdre du poids ou essayent encore une fois d'arrêter de fumer. Bref, toutes ces communautés privées ne doivent pas être oubliées. Ce phénomène est aussi amplifié par la notion de groupement hospitalier de territoire, donc de GHT, qui vient encore de la loi sur la modernisation de notre système de santé, puisqu'ici, nos établissements de santé vont être groupés par territoire, que dans ce territoire, on aura un SIH unique, un système informatisé hospitalier unique. Naturellement, comme vous disiez Federico, il y a une préférence pour l'externalisation de l'hébergement. Donc a priori, le risque est un petit peu transféré vers l'hébergeur. Et puis ensuite, on a tout un calendrier avec la mise en place d'un DSI par GHT en 2017. En 2018, un schéma directeur DSI commun, c'est-à-dire qu'on souhaite en réalité aboutir à de la convergence effective DSI, et un guide méthodologique de la DGOS, de la Direction Générale de l'Offre de Soins du ministère de la Santé, qui n'est pas encore publié, mais qui est censé donner un cadre. Donc pourquoi est-ce que c'est amplifié? Parce que si on transfère à une échelle donnée la gestion, automatiquement on facilite la tâche de celui qui voudrait faire une attaque, il va du coup attaquer tout le territoire. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment monter en compétence en termes donc, de gestion des risques sur cette échelle. Alors, des idées, des réflexions, naturellement, se préparer. On sait que l'attaque va avoir lieu. Bon, elle a déjà peut-être eu lieu, vous ne le savez pas, vous serez peut-être au courant un jour, mais il faut mettre en place un plan de réaction sur incident. Très peu d'entreprises françaises le font. Toutefois, c'est une demande qui remonte de plus en plus dans les conseils d'administration. Il faut se cyber-assurer, ça c'est un nouveau domaine. Il va falloir assurer le risque de la cyberguerre. Et puis, à mon sens, il ne faut pas s'arrêter à Internet, il faut inclure tous les réseaux sociaux, et au sens large. J'ai ajouté Pinterest, d'accord? Il faut vraiment se lancer dedans. Parce que sur tous ces réseaux sociaux, les données qui transitent peuvent être des données de santé. Elles transitent intentionnellement ou non intentionnellement. Je terminerai avec cet petit extrait, cet article de Harvard Business Review, dans lequel on voit apparaître alors, des sociétés telles que Johnson & Johnson, IBM, Humana, Merck, PepsiCo, qui ont proposé de publier dans leur rapport annuel, tout simplement, l'état de santé de leurs salariés. Pourquoi? Parce que certaines études dont l'éthique pourrait être questionnée, c'est juste une hypothèse, ont démontré que la communication sur la santé individuelle impliquait une meilleure performance. Alors qu'en est-il, à votre avis, des discriminations pourraient en générer du point de vue du salarié qui refuserait de communiquer ces données? Jusqu'où l'employeur irait-il en termes de sanctions ou en termes au contraire de bénéfices en contrepartie? Et puis naturellement, la question de la vie privée se pose. Donc vous voyez finalement on est parti d'une thématique de cyberguerre qui est déjà un angle d'attaque très spécifique. Mais en réalité, les attaques ou les intérêts en présence sont multiples. Et il ne faut pas avoir le regard seulement porté vers une direction pour saisir le problème, mais bien avoir un mouvement de recul, c'est un petit peu de l'impressionnisme juridique, et voir où sont les principaux risques et qu'est-ce que l'entreprise derrière va mettre en place.
Qu'est-ce que l'État doit mettre en place? Et aussi, qu'est-ce que les individus, les citoyens, doivent connaître? Et ça, c'est, à mon avis, une responsabilité que nous avons, en tant qu'établissement d'enseignement, de tirer cette sonnette d'alarme et de former des personnes qui soient aptes à effectuer ce jugement de valeur. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie et nous allons maintenant accueillir vos questions. Oui, concernant la santé, il y a déjà une logique de big data. Là, je pense qu'à la CNAM, il y a le SNIRAM, hein, qui est l'une des plus grandes bases de données de France en termes de santé, hein, sur l'ensemble de nos données patients, même si elles sont anonymisées, on peut le dire. Il y a aussi toute la dynamique aussi du DMP qui n'est pas forcément exposée comme on peut l'imaginer. Mais on voit aussi toute la puissance aussi il y a aussi l'approche aussi des hébergeurs de données de santé aussi, qui sont censés entre guillemets, sécuriser les données de dossiers patients dans différents endroits. Donc on voit une vraie dynamique, on voit des vraies potentialités de santé au niveau national. Et donc voilà, c'était plutôt une réflexion, mais pour moi le Big Data Santé il a déjà commencé, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si la CNAM a déjà été attaquée sur son data center, mais en tout cas la CNAM a déjà énormément de données. En fait, pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est on se projette beaucoup dans le futur ce soir, mais où en sommes-nous vraiment aujourd'hui sur la vraie récupération de données? Il faut savoir quand même aujourd'hui, quand chacun d'entre nous allons chez un médecin et payons par carte bleue, il passe exactement par le même tuyau les informations de notre carte vitale et les informations de notre carte bancaire. Donc, où en sommes-nous vraiment aujourd'hui sur le big data financier en rapport avec le big data santé? Alors, je peux aussi continuer. Monsieur Smith nous a beaucoup parlé des GAFA qui sont elles-mêmes présidées donc, par Google, Apple, Facebook, Amazon et tous les autres. Quel est le vrai rôle de l'ICANN, Monsieur Smith, derrière ces GAFA? Quel est le vrai objectif de cette organisation, de cette CNIL cyber américaine? L'objectif de l'ICANN, ce qui fait. Vous m'entendez? Très bien. L'ICANN étant une organisation purement américaine initialement, évidemment beaucoup d'États, beaucoup de sociétés, un certain nombre d'utilisateurs notamment qui ne sont pas représentés. Essentiellement, l'ICANN, c'est l'industrie américaine de l'Internet, qui s'est appuyée en fait sur le développement initialement des 100 premiers éditeurs de logiciels, et ils ont créé ensuite une industrie du content digital, et ainsi de suite. Donc forcément, les États-Unis qui ont la main basse sur l'ICANN, puisqu'ils dépendent directement du département du commerce extérieur, ne souhaitent pas trop une transition entre guillemets démocratique avec une gestion de plusieurs pays. Et récemment, la France, lors la dernière réunion de Marrakech, qui a eu lieu il y a un peu moins de 15 jours, 3 semaines, Axel Lemaire, en l'occurrence, s'est plaint et a même fustigé la transition qui a été imaginée par les États-Unis et son organisation centrale de l'ICANN. Déjà, puisque nous, le point 20, le point wine, sur une extension qui était dédiée aux horticulteurs, en l'occurrence, et à tout le monde viticole, c'était un désastre, puisque c'est une extension qui est gérée par une société américaine. On ne peut pas dire que l'Amérique soit le principal producteur de vin au niveau planétaire. Donc il y a énormément d'enjeux, et notamment l'Amérique tient à garder ce bénéfice. Donc la transition, je pense, ne s'effectuera pas comme le souhaite la communauté internationale.
internationale, elle restera dans les mains des États-Unis, puisque le Congrès a une position très dure à ce niveau-là, ce qui a en l'occurrence amené la sortie extrêmement rapide de M. Fedi Shehadeh, qui était le président de l'ICANN jusqu'en à peu près en mai dernier. Il y a eu plusieurs couacs entre guillemets diplomatiques de sa part. Il a voulu faire un geste pour ouvrir des bureaux à Singapour, en Suisse, etc. Mais la masse salariale a été multipliée par 3, grosso modo, et donc le Congrès américain a vu ça d'un très mauvais œil, cette ouverture éventuelle, et donc démis de ses fonctions. Et aujourd'hui, le nouveau président de l'ICANN, qui sera en fonction en mai prochain, est un Suédois. Moi, je fais souvent le parallèle entre, en l'occurrence, l'organisation du prix Nobel de la paix, qui a pu donner ce même prix à M. Barack Obama, qui s'était impliqué dans multiples guerres. Ce que je veux dire, concrètement, c'est que tout ça, c'est un peu des personnes qui sont là en termes de prête-nom, des feux de paille. Puisque moi, je pense sincèrement que l'ICANN restera dans les mains de l'organisation américaine, parce que juridiquement, elle dépend de la juridiction de Los Angeles et de son État. Aucun intérêt pour eux de perdre ça. Oui, nous avons une autre question d'un internaute. Existe-t-il une police cybercriminelle et quel est son pouvoir? Alors, une police cybercriminelle, tout dépend des États. Vous avez des groupements comme le Topus, qui va regrouper les 65 pays en question. Et ensuite, la question de la cybercriminalité va dépendre du pays. Par exemple, pour nous, l'organisation française au sein du Conseil de l'Europe, on a une représentation via la DGSE. Pour, par exemple, le Mexique, la question est totalement différente. L'Internet, pour eux, c'est la lutte contre les mafias. La lutte des mafias, en l'occurrence, qui vendent de la drogue sur Internet. Donc, c'est directement géré par les services secrets mexicains, avec une cellule très spécifique où ils ont créé, en fait, une cellule de cyberlutte. Mais pour eux, c'est une question de sécurité nationale, ce qui n'est pas le cas pour nous encore. Donc ça va dépendre en fait de la maturité des pays sur la question et des typologies d'attaques auxquelles ils sont confrontés. Chaque continent a sa spécificité. L'Est, l'Asie, attaques financières. Par exemple, l'Afrique, ça fait souvent rire les gens, les brouteurs par exemple, les brouteurs qui viennent vous parler sur Mythic ou sur des sites comme ça. L'année dernière, ils ont généré quand même 500 millions d'euros en venant se faire passer pour des filles et des garçons. Et chaque pays a sa particularité, et chaque continent. L'Amérique latine, par exemple, c'est un des rares continents où c'est essentiellement de l'attaque politique. On va essayer de faire le plus de mal possible à un dissident politique ou en créant un bad buzz, voire même faire remonter des éléments qui pourraient être contre lui. Et la patte du gain en Amérique latine est un peu plus faible. Par contre, on s'est rendu compte que c'était le centre opérationnel de la pédophilie en ligne. Et en fait, chaque responsable dans chaque pays, quand ils discutent au sein de l'Octopus, ils se rendent compte qu'ils sont tous confrontés à des choses très différentes et que parfois même certaines magistratures, par exemple je pense à celle des pays africains, notamment Niger, Nigeria, n'ont jamais eu de cas de pédophilie, par exemple. Ils ont toujours des arnaques en ligne ou des brouteurs, ou par exemple le fameux mec qu'on reçoit tous à un moment donné, Bill Gates qui veut nous offrir sa fortune, etc. etc. Voilà, chaque zone a sa particularité et chaque pays s'est attelé à répondre à la problématique qu'il concerne. Maintenant, comme il y a une volatilité très forte des données, et puis on peut changer de pays très rapidement. Par exemple, quand vous avez un site internet, je prends un exemple quelconque, prenons GEM, par exemple, GEM.fr, pour un IN, vous êtes en Inde, et vous changez de juridiction. À partir du moment où vous basculez sur notre extension, avec un nom de domaine, par exemple, ça devient plus compliqué pour le pays en question de vous attaquer, puisque vous allez basculer. Et ça, avec les serveurs et la puissance informatique, ça va très vite. D'où ces coopérations internationales, qui ont été même créées au sein d'Europol, où il y a une cellule spécifique, anti-contrefaçon, anti-cybercriminalité. Interpol aussi interagit sur ces différentes questions. Aujourd'hui, clairement, les cybercriminels sont en avance quand même sur les services étatiques, puisqu'on a pu voir par exemple l'attaque d'un indice boursier américain comme le NIS, en je crois que c'était en 3 heures, 240 millions de dollars américains, et ça viendra, il y en aura d'autres. Par exemple, on peut prendre un cas aussi très récent, très intéressant, le Bangladesh, qui s'est fait voler à peu près 140 millions de dollars. Ils ont évité la casse à 380 millions, puisqu'en fait, les cybercriminels, quand ils ont fait l'ordre de transfert,
ils ont fait une faute d'orthographe sur la terminologie utilisée. Et donc la banque américaine s'en est rendu compte, elle a bloqué le transfert. Et il y avait une personne spécialisée en cybersécurité qui était attelée à l'investigation numérique, qui a mis en avant d'où ça venait, entre guillemets de la zone asiatique. 48 heures après, il était porté disparu. Et donc voilà, ce sont des choses qui arrivent, qui sont assez peu connues, qui passent en général de manière assez inaperçue. Mais aujourd'hui, je dirais que le bénéfice pour les crimes classiques, le braquage, c'est terminé. Maintenant, il vaut mieux braquer une banque de manière numérique, ça va beaucoup plus vite. Vous avez une multitude de cas qui ont eu lieu en Europe, ou même dans d'autres zones du monde. Je pense que ces pratiques vont se développer d'autant plus, puisqu'en fait vous êtes à distance, vous prenez quasiment aucun risque physique, vous avez des relais informatiques, les possibilités de vous protéger et d'avoir un anonymat total, et en très peu de temps, vous êtes riche, concrètement, vous êtes riche malheureusement. On a eu un cas en Allemagne il y a 3-4 ans, on avait même retrouvé des médecins qui créaient en fait, c'était un petit groupe, ils étaient 4, et ils créaient des sites champignons, alors des copies parfaites de boulanger.fr, de Darty, voire même des impôts. Ça existe, j'ai vu le cas en l'occurrence. Et ces 4 personnages ont créé des sites tels quels. Ils ont engrangé en 5 ans et demi 600 millions de dollars. Et ils ont pris 3 ans de prison avec une amende de 50 millions. Donc quand ils sortiront, les avoirs sont dans des paradis fiscaux, puisqu'il faut savoir que paradis fiscaux égale paradis numérique, et vice-versa. Je pense que Panama Papers mettra, c'est une aparté, mais mettra aussi en avant cette logique de blanchiment des cybercriminels, puisqu'ils utilisent tous les mêmes places. Il n'y a aucune différence. Donc c'est un axe qui peut être intéressant pour l'évasion fiscale, et aussi dans la lutte contre le crime organisé, de s'intéresser un peu plus à ces paradis numériques, fiscaux. Merci, on va laisser dans la salle également les questions. Oui, on parle beaucoup de législation et de répression, mais qu'en est-il des solutions qui sont proposées, et notamment en termes de protection préventive de cybersécurité? Et notamment, quel est le rôle de la France dans les solutions proposées pour la prévention? Merci. Alors, en ce qui concerne l'hébergement des données de santé, il y a des protocoles. Ah, je mets le micro trop près de moi, je suis habituée. Du coup, on a quand même un contrôle qui est fait sous la forme notamment de la délivrance d'un agrément qui est obligatoire en France. Ensuite, là où on n'est pas, à mon sens, assez actif, c'est tout ce qui est activité de sensibilisation du public. Et ça, c'est vraiment relégué. Alors, il y a des petits tutoriels, des petites fiches sur le site de la CNIL, par exemple. Si vous allez sur les fiches thématiques de la CNIL, vous avez des fiches pédagogiques assez simples pour certains publics qui peuvent être utilisées. Il y a une version cyber-éduc sur le site de l'ANSSI également. Mais vous voyez, qui connaît l'ANSSI? Je veux dire, quand on est un jeune enfant et qu'on doit faire un exposé, par définition, ils vont prendre la tablette de la maison, ils vont faire leurs recherches. Il y a le contrôle parental, mais alors là, c'est foyer par foyer. Vraiment, il n'y a pas de démarche de responsabilisation des acteurs, des entreprises. Elles vont y venir parce que si elles veulent rester sur le marché, il faudra. Mais en revanche, pour le grand public, il y a un grand déficit. Si on prend l'exemple du DMP, dossier médical patient ou personnel, ou je ne sais encore quel P, puisque ça a changé au fil des versions, qui sait aujourd'hui créer son DMP en ligne? Personne. On était censé avoir, oui, quand même, il y a une exception exceptionnelle. Donc on était censé, grâce à l'information affichée dans les salles d'attente, aller se rendre sur le site, alimenter toutes nos données personnelles, donc y compris recueillies de différents laboratoires, recueillies de votre petit carnet de santé version papier que vous avez eu à la maternité, éventuellement d'autres éléments, et puis au fil des visites, le médecin qui lui déjà vous consacre 15 minutes, et donc met tout dans les mêmes outils, si encore il est équipé, aurait dû avoir le temps d'aller se connecter à votre dossier médical. C'est pas possible du tout. Donc, vous voyez, il y a une grande défaillance
De ce point de vue-là, donc la France n'est pas la seule à avoir ce type d'attitude un petit peu... oui, on laisse vraiment les personnes livrer à elles-mêmes. Et en revanche, on couille sur le numérique. Alors on va pousser avec la French Tech, avec X Cluster, le développement des sociétés. Et finalement, on leur transfère quelque part la responsabilité d'informer les usagers, mais qui vous dit que dans les conditions générales d'utilisation, on n'ira pas faire de l'arbitrage au lieu d'aller chercher une cour de justice publique. C'est le cas par exemple aux États-Unis. Fitbit, Luminosity sont tous pointés du doigt par la FTC parce que dans leurs Terms of Service, ils ont recours à l'arbitrage. Si je suis un utilisateur de Fitbit aux États-Unis, je dois aller faire de l'arbitrage, donc une justice privée, entre quatre yeux, avec en face de moi une société. Je dois aller me payer un avocat? Non. Donc cette clause a été considérée comme abusive par la FTC, qui a donc ouvert la possibilité à tous les utilisateurs victimes du dysfonctionnement de Fitbit de faire une action de groupe. À nouveau moi, Jérémy Lefrançois, expert en optimisation des organisations et des systèmes d'information. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, mais surtout sur une partie de votre présentation où vous parliez donc de notre génération, de la génération des seniors, mais moi j'aimerais revenir sur la génération Z, cette génération qui est née avec la technologie comme extension de sa propre main. J'aimerais aussi à la fois rebondir sur la partie légale, avec le cadre réglementaire, et en revenir sur M. Louis Pouzin, sans qui, sans l'invention, enfin son invention du datagramme, l'Internet n'aurait jamais pu être ce qu'il est. Vous parlez là donc de protection, suite à la question de mademoiselle. En gros, pour faire un lien, quel est le rôle de la France, effectivement, mais quel est le rôle de tous les États de la planète? Comment protéger réellement nos citoyens, État par État? Ne faudrait-il pas, et ça c'est une question que je vous pose à tous les deux experts, ne faudrait-il pas à un moment donné que nos États prennent conscience qu'une forme de libéralisation du code, donc une sanction vis-à-vis de l'ICANN, permettrait une vraie protection des individus, de l'individualité de chaque pays? Voilà quelle est ma question. Que pensez-vous de ça? Alors, je ne suis pas une spécialiste du code ni de l'ICANN. En revanche, ce que je peux apporter comme contribution, ça va sûrement être une déception pour vous, c'est qu'à mon avis, il faudrait qu'on soit formés au codage, tous. Par qui? On a bien parti. Alors moi j'ajouterais en effet le codage. Après il y a une erreur fondamentale qu'on fait tous. On a tous les mêmes standards. On a tous les mêmes fournisseurs. On a tous les mêmes produits. On a tous Samsung, iPhone. Finalement on est tous identiques. Qu'on soit de France, d'Asie, peu importe. Et donc ça c'est un vrai problème. On n'a pas développé en fait une industrie qui soit basée sur une ingénierie qui nous est propre, une R&D propre. Alors, par exemple, vous avez le cas un peu de la Russie et de la Chine qui ont créé un peu la balkanisation du net, c'est ce qu'on appelle dans le secteur, où ils ont codé tout dans l'idéogramme ou dans leur langue, et en évitant les standards américains, en l'occurrence. Alors, pourquoi je dis ça? Quand on a par exemple Intel, Microsoft qui ont créé leur centre de R&D de Big Data en France, par exemple, pour la partie européenne, ils ont très bien compris qu'on avait de très très bons ingénieurs, donc ils vont happer tout ce potentiel intellectuel, premièrement, et puis on va s'habituer, et puis c'est déjà le cas, on est à 90% de la population française à utiliser Google, on a une colonie numérique, et à même titre qu'au titre de la sécurité, nous sommes colonisés, puisque nous n'avons pas forcément des entreprises qui sont en train de se développer, mais qui ne sont pas toujours en mesure de se battre sur le terrain. Déjà, Akit, c'est l'une de ces entreprises
Donc les standards, je pense que ça c'est un vrai souci, il faudrait qu'on développe nos propres protocoles, tout simplement. On a les ingénieurs, on a toute l'infrastructure. Donc, si je résume ce que vous êtes en train de nous dire, aujourd'hui on pourrait tout simplement résumer tout ça en disant que ce qu'il faut apprendre aux étudiants, nous sommes dans une école ici, hein, ce n'est pas le chinois ou le russe ou encore l'anglais, mais bel et bien à développer un nouveau type de langage, un nouveau code. En tout cas, des outils qui seraient pas forcément usuels, puisque les failles sont usuelles. En général, quand vous voyez un peu ce qui se passe chez Microsoft, par exemple la dernière version de Windows, bon, il y a plein de failles, tous les jours ils sortent des patchs correctifs, ça on le retrouve partout. Et comme on est tous équipés de la même manière, à un moment donné, sauf si vous êtes un très bon féru de Linux, etc., mais c'est pas à la portée de tous. Donc en effet, il faudrait développer des cursus dans ce sens, pour avoir des cursus peut-être un peu plus hybrides, en fait, beaucoup plus transversaux. Je pense aussi, finalement, c'est un peu ce qui nous manque en France. Nous sommes très cloisonnés. Le principe américain de réunir toutes les institutions, toutes les universités, toutes les entreprises et tous les départements d'État, on ne le fait pas. Concrètement, on ne le fait pas. Et c'est peut-être ça qui nous manque aussi, une sorte de perception et de vision de ce que nous pourrions faire, puisqu'on est plutôt un pays qui attend, comme vous le disiez tout à l'heure, notamment sur les règles juridiques. Peut-être on pourrait prendre le parti de ne plus attendre et d'aller chercher l'avenir que nous souhaitons par des industries nouvelles. Le numérique, c'est quand même pas rien pour l'économie française. Ça représente à peu près 25% des créations d'emplois par an. Et il faut savoir que la France est positionnée dans les 3 premiers pays numériques mondiaux. Ça, personne ne le sait, en général. On a un très bon champion qui s'appelle Aquafadas, qui fait partie des 14 premiers mondiaux. On a des Criteo, on a des Blablacar, et j'en passe, alors ce sont les plus connus. Il nous manque un écosystème encore intermédiaire. Si on poussait dans ce sens-là, la sécurité, les objets connectés, peu importe, on peut très bien développer des nouvelles technologies en conservant notre aspect culturel, juridique. C'est absolument pas incompatible, on peut additionner dans la vie. Et pourquoi forcément soustraire aux bénéfices des intérêts des autres? Voilà, ce serait ma réflexion. Je voudrais compléter en expliquant qu'à GEM, nous avons plusieurs types de formations. En ce qui me concerne, j'interviens dans le Master Big Data, qui est donné à des ingénieurs de l'INSIMAG, dans lequel il y a un module réservé à l'éthique et au droit. Et en ce qui me concerne, donc, la partie juridique ne fait que 12 heures. L'année prochaine, elle sera de 27 au total. Je propose également, à partir de l'année prochaine, un module de spécialisation qui s'intitule « Le manager digital et le droit ». Puisque, de la même manière qu'on devrait tous être sensibilisés au codage, il me semble que les managers de demain, entre guillemets, qui sont vraiment ceux de demain, vraiment, doivent avoir la fibre numérique et juridique. Voilà. Donc c'est une offre qui va apparaître et dans laquelle en fait je fais ressortir différentes problématiques juridiques. Alors on va partir des règles de base de protection des données, on va avoir une dimension européenne puisque notre source en vient, on va pouvoir avoir des exemples tirés du digital analytics, donc là on va rentrer dans l'e-marketing, le marketing digital, etc., etc. Donc j'ai vraiment cherché à agréger un maximum de problèmes juridiques liés au digital pour pousser le manager à se poser les bonnes questions. De la même manière qu'en école de commerce, on ne forme pas des avocats, on forme des personnes qui sont capables de reconnaître l'étendue de leur situation et de se dire ici, je franchis une limite, j'actionne telle personne dans l'entreprise ou je me pose telle question. Là, de la même manière, on doit avoir cette problématique qui sera donc en l'occurrence digitale, numérique et juridique. Bonsoir, je me permets de revenir sur une question d'un internaute concernant les organismes français de défense et de réaction au piratage. Vous avez cité au niveau européen effectivement la DGSE, mais vous n'avez pas parlé par exemple ni du BEFTI au niveau police, ni de certains services de la gendarmerie dans le 16e ou du côté de Rony, ni de la NSSI qui a fait beaucoup d'efforts dans le 15e avec plusieurs milliers de mètres carrés récemment aménagés, ou de certains organismes du côté de Rennes, à Bru, avec plus de 10 000 m², entre autres. Ça fait un peu court, en fait, juste la réponse au niveau européen de la DGSE. En fait, en France, vous avez de multiples organismes. Je dirais qu'un des défauts, en l'occurrence,
En effet, il y a de multiples organismes en France. La difficulté, je pense, c'est que tout est atomisé. La gendarmerie peut être en charge de certaines questions. Ils ont un service très spécifique, par exemple, sur la contrefaçon en ligne, avec un expert coordinateur national qui est vraiment très doué sur la partie dark web. Vous avez la BEFTI, en l'occurrence, mais qui ne gère que les cas de Paris intramuros. Et aujourd'hui, la plupart des cas qui seraient des attaques à l'encontre du particulier sont en province, essentiellement. La gendarmerie de province, quand vous venez déposer plainte pour une attaque où vous a volé de l'argent, ou détournement de données, peu importe, ils sont dépassés. Puisqu'en fait, ils vont récupérer votre plainte qui va être recentralisée et renvoyée vers un service spécifique. Et ça, les cybercriminels l'ont très bien compris. Puisque quand vous allez en fait sur le site de la police, vous pouvez récupérer tous les services avec l'organigramme complet, du moins avec les responsables de tête, et de comprendre en fait sur quelle superficie et territoire ils agissent. Et c'est pour ça qu'on voit depuis à peu près 6 mois, 1 an, ces extorsions en ligne sur les changements de RIB, par exemple, ça c'est la dernière vague, entre guillemets, mais ils le faisaient déjà, où en fait ils faisaient passer soit pour un support client type Microsoft ou d'une banque, etc., etc. Et ils vous faisaient parler en direct, vous donniez des données assez confidentielles, des logins ou des mots de passe, dans la confiance à la plus absolue, en pensant que vous aviez affaire au bon interlocuteur. Et puis derrière, ils allaient chercher en l'occurrence des fonds ou créer des fausses identités. Par exemple, moi j'utilise souvent la plateforme d'état, des fiches d'état civil. Je trouve que c'est un exemple parfait. Moi, si j'ai votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance, qui est assez facile de croiser sur Internet entre les réseaux sociaux et puis le nombre de données que les gens en laissent, on arrive à récupérer ça en cherchant un peu en 30 minutes maximum, 1h30, c'est verrouillé. Je vais sur la plateforme, je me fais envoyer une fiche d'état civil, donc je vais créer des vrais faux papiers. Ensuite, je vais en Belgique et puis j'achète des maisons et je vous ruine concrètement. En Belgique ou même en Suisse, ou tout ce qui peut avoir un accord de fonctionnement avec des documents français dans l'Europe, du moins l'Europe des États et notamment de la communauté monétaire. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de vie. Ça va très vite. Et ça, c'est un exemple plus simple. La fiche d'état civil, vous la faites envoyer où vous voulez, à n'importe quelle adresse. Personne ne sait si c'est vous. Il n'y a aucun moyen de vérification. Et à partir de là, les dégâts peuvent être assez importants. Donc je dirais qu'en France, on a beaucoup de services, oui. Tous n'agissent pas sur les mêmes questions. Il n'y a pas forcément de coordination entre tous. Europol, c'est différent, puisque c'est vraiment sur une logique plutôt macroéconomique et puis vraiment sur les flux mondiaux, ils cherchent quand même les gros bonnets, entre guillemets. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je me suis fait hacker ma carte bleue, comme plein de gens. Il ne se passe rien. A priori, c'est vous qui... En théorie, en fait, quand on va porter plainte pour un hack, par exemple, sur sa carte bleue, on ne devrait pas porter plainte. C'est la banque qui devrait le faire. Mais le nombre de cas journaliers qu'ils ont ne leur permettent pas de faire ça, sinon il faudrait qu'ils aient quelqu'un dédié dans l'agence qui passerait sa vie au commissariat, en l'occurrence. Et puis, avant, on déposait plainte, et puis c'est passé un peu dans une logique de main courante. Moi, ça m'est arrivé. Et donc en même temps, la gestion des chiffres pour le ministère de l'Intérieur aussi, ça compte. Si tout d'un coup il y a une explosion du risque cybercriminel qui ne sont pas forcément en mesure de répondre, il y a aussi un peu ça, malheureusement. Je dirais que l'ANSSI, c'est une très bonne création, ça progresse. Maintenant, c'est tout frais, ça a à peine 8 ans. C'est sous l'égide du président Sarkozy qu'on a créé l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. On fait beaucoup d'efforts, même au niveau de la défense militaire, par exemple. Le ministère de la Défense recrute énormément de spécialistes en cybersécurité. Alors, sous couvert entre guillemets, d'hackers, je pense aussi. Je pense qu'on n'échappera pas à cette logique. On créera aussi une armée d'hackers, puisqu'on a annoncé officiellement depuis peu, il y a à peu près 6 mois, 1 an, qu'on avait une arme offensive cyber. Ce qu'on ne disait pas avant. Avant, on disait qu'on avait une capacité défensive. Maintenant, on est sur les deux créneaux. Par exemple ? Par exemple, exactement.
On a aussi une capacité de création aussi pour un logiciel d'attaque. Exactement. De clavier, par exemple. Tout à fait. Mais je dirais que c'est encore très atomisé. Tout ça, il n'y a pas une vraie centralisation avec, par exemple, au niveau européen, vous avez des agents de liaison qui sont détachés par leur pays et qui font la coordination des opérations avec les autres pays. Mais vous avez des pays qui hackent d'autres pays aussi. Avec un réseau qui existe quand même depuis quelques années au niveau européen. Oui, c'est en place, mais bon, c'est perfectible, hein, tout ça est perfectible. Comme je le disais tout à l'heure, les cybercriminels sont quand même en avance. Ils sont extrêmement ingénieux. Ils ont eux-mêmes leur propre forum. C'est assez peu connu. Ils ont une forme de conseil de la criminalité mondiale par Internet, où ils se connectent tous avec des systèmes de webcasting, en fait, et ils vont se donner les bons plans. Moi, je suis un spécialiste, par exemple, de la vente de drogue sur Internet. Je vais avoir besoin de celui qui va me fournir des outils, ou un autre qui va me donner des armes. Donc, il y a un système de blanchiment, des échanges, tout ça pour maintenir leur puissance de frappe économique. Et ils sont très bien organisés, c'est vrai. Je pense qu'ils sont parfois même mieux organisés. Donc, vous pensez qu'au niveau européen, on n'a pas d'outils efficaces? On a des outils, mais en face, vous avez des gens qui sont capables aussi. Quand vous avez, par exemple, l'ambassadeur du Mexique au Conseil de l'Europe qui fustigeait un peu les Européens en leur disant « Bon, vos problématiques de données personnelles, c'est bien, mais nous, en face, on a affaire à des mafias qui ont une capacité de descendre nos avions de chasse, qui ont des tanks, qui ont des missiles Tomahawk. Ça, c'est une réalité au Mexique. » Alors, évidemment, nous, avec notre débat de données personnelles, on les fait un peu rire, parfois, même s'ils le comprennent et ils respectent le cadre juridique. Mais pour eux, l'urgence est autre. Évidemment, en France, on n'est pas encore confronté à ce genre de cas, et tant mieux. Mais au Mexique, c'est le cas. C'est vraiment le cas, et c'est très présent. Je propose qu'on prenne les questions des internautes, étant donné qu'en ce qui nous concerne, on aura la chance de prolonger ce débat juste après. Une dernière question qui nous vient d'Internet, plutôt pour Nathalie, sur les groupements hospitaliers, comme un risque, puisqu'il y aurait moins de DSI, et quelles seraient les opportunités par rapport à ces systèmes. Voilà, c'est une question. Donc l'opportunité du système, c'est de centraliser la donnée et de mieux gérer le territoire. Le risque, c'est la centralisation par définition, mais vous allez me dire, Nathalie, vous n'êtes jamais contente. Si d'un autre côté on fait monter en compétences et on fait aussi donc, une prise de conscience, donc là qui serait au niveau plus des professionnels de santé. Alors est-ce que les professionnels de santé sont suffisamment formés? Est-ce qu'il va bientôt falloir que je fasse professionnel de santé digital et le droit en formation? Oui, la réponse est clairement oui. Donc il y a un apport en termes de politique de santé publique, de meilleure gestion des soins, de meilleure administration du territoire. Mais derrière, il faut aussi que les personnes qui sont en face des patients, donc là je mets de côté complètement et volontairement tout ce qui est e-santé, télémédecine, puisque naturellement ce plan-là n'a pas vocation à écarter le médecin, mais bien les professionnels de santé au sens large qui doivent être formés. Merci beaucoup. Alors nous poursuivrons les autres questions dans la salle. Et tout d'abord, je tiens à remercier les deux intervenants de ce soir, Federico Smith et David Olivier, pour